Aujourd'hui sur Tribune Libre, j'ai le plaisir de recevoir Steve Moreau, un cinéaste indépendant, un libre penseur. C'est bien cela? Ouais, tout à fait. Alors Steve Moreau, vous avez commencé dans le cinéma sur un plateau prestigieux, celui du chef-d'œuvre de la comédie française, Le Dîner de cons de Francis Weber. Quel chemin vous avez conduit jusque-là? Jusqu'au dîner de con ou après? Oui, l'avant et l'après? L'avant, c'est simple. Pour résumer, moi je voulais faire du cinéma quand je suis dans les années 80. J'étais à l'école. Et puis j'ai une jeunesse très compliquée, extrêmement difficile. Donc j'ai passé une période de ma vie dans une famille d'accueil. Et puis un jour j'ai vu un film au cinéma en 88. Et qui a changé ma vie, totalement ma vie. Et du jour au lendemain, j'ai dit je veux faire du cinéma. Et donc tout le monde était contre. J'ai quitté cette famille d'accueil pour retourner vivre avec ma mère. J'ai fait un cursus scolaire assez particulier et quand je suis allé vivre dans le sud de la France et ensuite j'ai dit je passe mon bac et je pars vivre à Paris faire du cinéma. C'est ce que j'ai fait. Pendant 2 ans, j'ai travaillé à Paris. J'ai commencé à travailler dans une boîte de multimédia. J'ai commencé à apprendre plein de choses. Et ce qui est très drôle, c'est quand je suis arrivé à Paris, j'ai essayé de joindre. Je voulais travailler pour la Gaumont. Je voulais travailler pour faire des films Gaumont. Et j'ai appelé l'assistant du directeur des ressources humaines à l'époque, qui s'appelait Michel Loubeau, et son assistant m'a envoyé balader, bien sûr, en me disant mais c'est pas la peine d'appeler, enfin, etc. Et 1 an plus tard, ou 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard, un jour, je suis travaillé dans une maison de production et sur un festival de films, le festival de films de Sarlat. Il y a une dame qui me dit tiens, je te présente Michel Loubeau, le directeur des ressources de la Gaumont. Et donc, c'est que je lui ai dit vous tombez bien, Michel, il faut que je vous parle. Et je lui ai dit moi je veux faire des films Gaumont. Il me dit ça va être très compliqué avec votre parcours, vous n'avez pas fait d'école, parce que moi je voulais pas faire d'école de cinéma, je voulais vraiment rester, neutre, je voulais rester indépendant, je voulais pas qu'on me formate à devenir un technicien ou à devenir un cinéaste ou un scénariste et autres. Je voulais vraiment apprendre par moi-même, ce que j'ai toujours fait dans la vie. Ça a ses avantages et ses inconvénients parce que du coup ton réseau il est plus court. Mais puis tu n'as pas accès aux jeunes, tu ne te formes pas avec d'autres en même temps qui deviennent après des producteurs, des scénaristes, des acteurs, etc. Et donc c'est toute une bande qui monte, une même génération qui monte ensemble. Moi j'ai toujours été comme ça, assez seul. Et puis Michel, je ne savais pas comment, j'avais pas de CV, donc je lui ai écrit une lettre de 10 pages. Je lui ai raconté tout mon parcours pour arriver jusque-là, ça l'a touché, il m'a appelé, il m'a dit venez chez Gaumont, je vais essayer de vous aider. Et puis à l'époque, il y avait 3 films qui devaient se tourner chez Gaumont. Il y avait La bicyclette bleue de Claude Pinoteau, Le dîner de cons de Francis Weber, et le 3e film c'était Le Spoons de Gérard Houry. Et moi je suis parti au Festival de Cannes, invité pour le Festival de Sarlat pour choisir des films pour le Festival de Sarlat, pour voir des films. Et à Cannes, le directeur de production de la Gaumont à l'époque me dit je suis désolé, on avait prévu de vous prendre comme stagiaire régie, mais on ne peut pas parce que on fait pas 3 films, on n'en fait plus qu'un, on fait Le dîner de cons de Francis Weber, donc il n'y aura pas de place. J'étais à Cannes, j'ai dit ça va pas se passer comme ça, je prends le premier train, j'arrive, vous allez me trouver du boulot. J'ai pris le premier TGV à l'époque, je suis arrivé à Neuilly-sur-Seine, j'ai tapé du poing sur son bureau et j'ai dit moi je veux faire le film. Et j'ai fait Le dîner de cons. À quel poste? J'ai commencé le film, alors ça c'est très drôle, j'ai commencé le tournage, c'était un mi-juin en 97. Je suis arrivé à la Gaumont, on m'a dit ton premier job c'est d'aller à l'aéroport chercher Luciano Tovoli, le directeur de la photographie du film, qui est italien. Je suis allé à l'aéroport et puis j'ai parlé cinéma avec Luciano et quand je suis arrivé à la Gaumont, je l'ai déposé, il a dit bon lui il reste pas dans votre équipe, il vient dans mon équipe image. Et donc le matin j'étais stagiaire régie, l'après-midi j'étais stagiaire mise en scène et caméra. Vous avez appris quoi auprès d'un grand réalisateur comme Francis Weber? Moi j'avais beaucoup de chance parce qu'en fait j'avais 3 jobs sur le dîner de cons. J'étais stagiaire mise en scène auprès de Francis Weber, donc j'étais surtout, je m'occupais de tous ses retours vidéo. Donc mon école de cinéma elle était parfaite parce que j'avais Francis à côté de moi à ma droite. Et à ma gauche j'avais Luciano qui était directeur photo, qui avait fait 75 films à l'époque, qui a beaucoup travaillé par Beth Schroeder, qui a bossé avec Antonioni, enfin que des pointures. Et donc j'étais en même temps son assistant personnel et la doublure lumière de Thierry Lhermitte. Donc, j'étais devant la caméra pour les répétitions, j'étais derrière la caméra le retour vidéo pour la mise en scène avec Weber et la direction d'acteur. Moi, ça a été mon école de cinéma et c'était génial. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mon premier film chez Léon Gaumont, qui raconte le tournage du dîner de cons heure par heure. Parce que pour moi, c'était un souvenir formidable. Et je savais que le film allait être un énorme succès, j'en étais persuadé. On peut dire que ça a été le cas. Ouais, 9,5 millions d'entrées, de mémoire. Mérité.
Et par la suite, alors ça a ouvert des portes. Par la suite, j'ai eu beaucoup de chance parce que, oui, j'ai commencé finalement, la vie m'a emmené vers une carrière un chemin de vie d'assistant caméra. Donc après, j'ai presque enchaîné. J'ai monté ma société de production, Les Films du Voilier. Après, j'ai réalisé mon premier court-métrage à la fin du Dîner de Cons, avec une partie de l'équipe du Dîner de Cons que Luciano m'a prêté, avec la caméra et tout du Dîner de Cons. Donc j'ai fait un premier court-métrage qui s'appelle RIP Rest in Peace, qui a été acheté par Canal. Et puis après, j'ai enchaîné, j'ai fait Astérix Obélix de Zidi. Après, je suis parti sur le Jeanne d'Arc de Luc Besson. Après, je suis parti sur Vatel de Roland Joffé. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait Le Pacte des Loups, j'ai fait Brise de Nice, j'ai fait Ma femme s'appelle Maurice, j'ai retrouvé Francis, j'ai fait Le Placard, Tais-toi. Et j'en ai fait plein. Et puis mon dernier film, c'était Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Vous étiez à l'image à chaque fois? J'étais toujours à l'image. Mon parcours, j'étais construit à l'image. Je viens des plateaux de cinéma et toute mon éducation est liée à l'image. Et vous avez aussi réalisé en parallèle des projets personnels? Après, j'ai réalisé plusieurs courts-métrages pour continuer de me faire la main en production, réalisation et écriture. J'ai réalisé un cours qui s'appelait Mine, qui était acheté par la Gaumont. Après, j'ai fait Eternity. Après, j'ai fait 5 Apnéa. J'ai fait plein de courts-métrages qui toujours tournés en film, en 35 scope. C'était mon format fétiche. Et puis j'adorais ces caméras, j'adorais les optiques scopes, j'adorais tout ça. Et voilà, jusqu'au long métrage, où là, c'était un petit peu plus compliqué. Vous en avez fait des longs métrages? Alors j'ai réalisé un long métrage, je l'ai écrit, produit, réalisé, même voire plus que ça, parce que je l'ai monté et autres, et qui s'appelle Dos à la mer, qui est sorti en 2015, qui est l'adaptation de mon premier roman, qui est au titre éponyme, Dos à la mer, aux éditions L'Harmattan. Voilà, donc oui, j'ai réalisé ce long métrage, de fiction. C'était un plaisir, du stress? C'est l'un des plus beaux cadeaux de ma vie, voilà, et parce que j'ai réalisé le rêve de ma vie. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a, je ne sais plus qui disait, pour réussir dans la vie, il faut avoir planté un arbre, fait un enfant, construit une maison et écrire un livre. Donc moi je suis heureux, j'ai fait tout, plus un film. Donc je ne peux pas trop me plaindre. Chapeau. Votre roman d'ailleurs, le plus récent, s'appelle Ce ruban de rêve. Tout à fait. Il est publié aux éditions L'Harmattan. Et je peux dire que c'est une peinture acide, mais aussi pleine d'autodérision du milieu du cinéma. Par exemple, vous parlez avec plaisir et de manière savoureuse des trous du cul XXL du métier. Ceux qui trichent, on va dire, car ils ont peur et qui sont bâillonnés. Est-ce que vous avez réussi à ne pas leur ressembler? Ah ben totalement. Totalement, parce que c'est un métier extrêmement complexe, comme la vie est complexe d'un homme ou d'une femme. Parce qu'on arrive sur Terre, on est là avec des idéaux, avec des envies, avec des rêves, avec une façon de voir le monde. On grandit et tout ça varie, change. Et moi je me bats, mon combat intérieur avec moi-même, c'est mon obsession de la vérité. Alors bien sûr c'est idéologique parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités et encore. Mais ça a toujours été mon fil conducteur, mon rapport à moi-même, à mon âme et à ma vérité. Je ne peux pas tricher avec ça. Donc, le statut social, combien je gagne, ce que je représente aux yeux d'un système, toutes ces choses-là, ce que je représente au niveau médiatique, où est-ce qu'on me connaît, est-ce qu'on me regarde, j'en ai rien à foutre, mais strictement rien à cirer. Parce que c'est pas ça, le contrat avec moi-même, il n'est pas là-dessus. Le contrat avec moi-même, il est de rester qui je suis, et ce que j'aime dans la vie, et ce que je n'aime pas, et ce que je combats, et ce que je combats pas. C'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, là je viens d'avoir 50 ans, si je regarde mon passé, effectivement je ne suis pas devenu un immense cinéaste, effectivement je ne suis pas très connu, effectivement, si tu veux, les médias ne s'intéressent pas forcément à moi de cette manière-là, mais ça ne m'intéresse pas en fait. C'est pas ça que je recherche. Donc c'est pas du tout un problème pour moi. Moi, ce que je veux, c'est le matin, quand je me lève, est-ce que je suis fier d'être moi-même? Est-ce que je suis ma ligne de conduite? Est-ce que j'ai le sentiment que je suis dans le vrai par rapport à ma vie et mon rapport à l'autre? Parce que mon objectif, c'est pas de tricher avec les autres. Mon objectif est d'être moi-même avec les autres.
Donc voilà, donc moi mon combat et ma route, elle est là parce que pour moi la vie n'est qu'un chemin d'apprentissage. Bon là je le vois plus d'une façon spirituelle, c'est-à-dire voilà, c'est un chemin, on apprend à travers ce chemin. Moi je me suis découvert aussi durant ce chemin parce que je pense que j'étais pas le même homme à 25 ans. À 25 ans, j'avais forcément envie de faire des gros films, des beaux films, sauver le monde, voilà. Et puis après, on comprend tous les arrangements qu'on doit faire avec soi-même pour avoir accès à l'argent, avoir accès à certaines personnes, Et moi, ces choses-là, je n'ai pas du tout voulu les faire. Donc, est-ce que je suis content de ne pas l'avoir fait? Moi, je ne pense pas, parce que moi, je ne le vois pas comme ça. Il y en a qui le font, ça leur convient très bien, tant mieux pour eux, ça fait partie de leur chemin de vie. Et puis voilà. Pourriez-vous nous parler de Monsieur Ego, présent dans ce ruban de rêve? Monsieur Ego, pour moi, c'est donc le personnage du roman qui s'appelle Ego, qu'on surnomme Ego, c'est exactement dans quoi nous sommes aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire un monde complètement factice, un monde qui met en valeur l'ego, bien sûr, l'égocentrisme, le paraître, la médiocrité, la bêtise, l'arrogance, la prétention, l'argent, toutes ces choses-là. Et ce qui est formidable, c'est qu'on voit depuis 3 ans que tout ça est en train de s'écrouler, que ça ne tient pas. Donc Monsieur Ego représente tous ces gens qui sont obsédés d'eux-mêmes mais qui se détestent au fond d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font croire qu'ils s'adorent auprès de l'extérieur, mais ils ne sont absolument pas fiers d'eux. Et moi, c'est ça que j'aime en ce personnage. Vous les voyez sur les réseaux sociaux? Je les vois partout. C'est pas que les réseaux sociaux, mais surtout la télévision. On a fabriqué au kilomètre. On le voit bien, quand on regarde un petit peu, moi je regarde pratiquement pas la télévision, enfin je ne regarde même pas du tout, mais j'ai quand même des échos de tout le monde et je connais le monde médiatique puisque je le côtoie de près. On voit bien, les 3/4 de ces gens se détestent. Tout le monde déteste l'autre, mais en même temps ils se détestent, mais ils font croire à tout le monde qu'ils s'aiment parce qu'ils se trouvent formidables, parce qu'ils passent dans la petite lucarne. Mais on voit bien que tout ça, c'est du vent, que c'est rien, qu'il ne va rien rester de tout ça. C'est Festen? C'est Festen, ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Devenir cobaye en acceptant des essais thérapeutiques rémunérés afin de pouvoir financer son premier film, comme raconté dans votre livre, est-ce une fausse bonne idée? C'est une fausse bonne idée, mais en même temps, il y a Rodriguez qui l'a fait pour pouvoir financer El Mariachi, son premier film. Donc lui, à l'époque, il avait fait ça. Et moi, quand j'avais lu son livre, A Man Without a Crew, c'était super de se dire, c'est incroyable, ce mec est allé prendre des médocs, servir de cobaye à l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, pour être cobaye à l'industrie pharmaceutique, tu n'as même plus besoin d'être rémunéré, ils viennent te chercher. Ils t'offrent un pass? Ils t'offrent un pass même. Donc, Les films d'après, est-il plus facile de les monter? Après quoi? Après le premier? Après le premier. Non, c'est beaucoup plus dur. Mais il faut savoir qu'en France, je crois que là, il y a 1 an ou 2, un petit peu plus, même 2 ans, je crois que c'était 7 réalisateurs sur 10 ne feront pas de deuxième long métrage. Et c'est extrêmement complexe parce que c'est pas parce que vous ne faites pas de films que vous êtes mauvais et ce n'est pas parce que vous faites des films que vous êtes très bon. C'est-à-dire qu'en plus, on est passé dans une société d'une telle pauvreté, d'une telle médiocrité que... Et puis surtout, toutes les humiliations qu'on doit vous faire ingurgiter pour accepter de pouvoir faire votre film. On oublie souvent ça. Moi, j'essaye de parler de ça dans le roman. C'est-à-dire que le roman, il parle de l'humiliation que subissent tous les êtres humains le long d'une vie. On passe son temps à se faire humilier, si vous regardez bien. Donc, quand vous allez à la banque pour faire un crédit, on se fout de votre gueule. Quand vous sortez quelque chose, les journalistes se foutent de votre gueule. Quand vous faites un film, on vous attend avec les flingues pour vous buter. Enfin, partout, on le voit bien qu'on est rentré dans une société qui est complètement cinglée, où tout le monde est dans la frustration, tout le monde est dans la peur, tout le monde est dans la méchanceté, l'agressivité. Donc on le voit, et puis on le voit aussi avec les réseaux, bien sûr, mais tout ça ne vient pas de nulle part. Tout ça a été mis en place, tout ça a été créé pour que les gens se montrent les uns après les autres. Et puis surtout, ce qui a été mis en place, c'est de faire une société de plus en plus bête. Donc on fait le maximum pour fabriquer une usine de crétins, parce qu'une usine de crétins, ça se manipule en claquant des doigts. Et on vient de le vivre. En parlant de ça, depuis 3 ans, vivons-nous dans un long dîner de cons? Ah, totalement.
Ah ouais, totalement. Comment avez-vous vécu cette période? Moi, je vis cette période. D'abord, je suis passé par une immense colère, ça c'est certain, une révolte totale par rapport je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient capables de subir et de se laisser humilier sans réagir. Alors là, je suis sidéré, ça c'est quand même assez incroyable. Beaucoup de gens qui ont perdu leur humanité, alors ça c'est pareil, on se dit, ou alors je pense qu'ils n'ont jamais été humains. Mais moi, ce que je trouve formidable dans cette époque, c'est que toute la merde qui était cachée depuis 10-15 ans, enfin que moi j'ai vu même depuis plus longtemps que ça, toutes les choses étaient vraiment cachées. C'est-à-dire que tout ça existait. Les enfoirés, la liberté d'expression qui était cachée, qui était censurée. Les gens jouaient le jeu, journalistes, médecins, tous ces gens-là jouaient le jeu de se taire, de faire en sorte que ça se passe. Là, ce qui est génial dans cette crise, c'est que toute la merde est remontée à la surface. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est en vitrine. On les voit tous. On voit maintenant qui est qui. Et ça, c'est super, parce que c'est une bonne nouvelle. Et même si majoritairement les gens ne veulent pas l'accepter ou le voir, parce que là, on a un vrai problème de déni au niveau de la population, d'une grande partie de la population, et ils ne vont pas pouvoir faire autrement que de le voir. Donc, ce sont des très très bonnes nouvelles à long terme. À court terme, ce n'est pas très rigolo à vivre. Mais je pense qu'à long terme, on va aller vers des bonnes choses parce que les gens vont devoir reprendre leur pouvoir de citoyen et vont devoir se retrousser les manches et reprendre en main leur pays s'ils ne veulent pas finir comme des cobayes et surtout finir comme dans une dictature. Les jeunes très proches de vous ont vécu comment cette période? Alors, il y a de tout parce que justement, j'ai réalisé un film d'acte citoyen par rapport à ça que j'ai mis sur Internet concernant les jeunes. Qui s'appelle Y a-t-il encore un adulte sur cette planète? Qu'on peut trouver sur Crainte Banker et sur YouTube. Et j'ai voulu faire ce film où je suis allé interviewer 15 enfants de 6 à 23 ans. Et dans ces 15 enfants, j'en connaissais 5 et 10 que je ne connaissais pas. Et je me suis laissé aller et je leur ai posé tous la question par rapport à la crise sanitaire qu'ils venaient de vivre. Pardon. Et non, il y a eu des dégâts considérables sur les enfants. Considérables. C'est impardonnable ce qu'ils ont fait. C'est impardonnable. Mais il y a des enfants qui s'en sortent très bien parce qu'ils ont été encadrés, ils ont été soutenus, ils ont été écoutés, on les a laissés parler. Ça, c'est très important. Moi, je me suis vraiment beaucoup battu pour ça. Donc, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour dire à des parents d'écouter leurs enfants, de ne pas les laisser dans un coin, de ne pas... Mais non, il y a beaucoup de gamins qui sont restés sur le bord de la route, ça c'est sûr. Mais que faire? Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma? C'est une question piège. Non, pas de piège. Non, en fait, avant d'avoir des enfants, je voyais un film par jour. Voilà. Donc, je voyais beaucoup de films. Je voyais vraiment beaucoup de choses. Maintenant, je vois pratiquement plus de films. Je vois pratiquement plus de films pour plusieurs raisons. La première, déjà, il y a très peu de films qui m'intéressent. J'ai 50 ans, donc j'ai plus de temps à perdre. Donc, j'essaie de consacrer ma vie et mon temps à l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est mes enfants, ma femme, mes amis, que je peux aider ou pas. Voilà, ma famille, essayer d'aider autour de moi dans des choses utiles. Donc mon temps il est vraiment là-dessus. Moi je fais beaucoup de photos, j'écris des livres, je réalise beaucoup de films d'entreprise, donc ça me prend un temps considérable. Non, je fais beaucoup de choses, donc du coup mon temps il est restreint. Et puis c'est vrai que je vois de moins en moins de films parce que je trouve les films extrêmement mauvais. Moi j'ai une très haute opinion du cinéma, donc j'ai une opinion, pour moi le cinéma c'est de la haute couture. Aujourd'hui, le cinéma, c'est H&M, quoi. D'ailleurs, vous citez les plus grands artistes du cinéma dans votre livre. Vous faites à un moment donné une liste assez exhaustive. Ouais, tout à fait. Ce sont plutôt des génies. Oui, mais c'est des gens qui ont en partie créé le cinéma. Le cinéma doit redevenir ce qu'il était, c'est-à-dire retrouver de la grandeur d'âme. Ça, on l'a totalement perdu. Vous diriez qu'il manque une dimension poétique au cinéma d'aujourd'hui? Il lui manque de la poésie, de la spiritualité, et puis surtout avoir envie d'aimer ses spectateurs et de les respecter. Aujourd'hui, les 3/4 des films détestent les spectateurs. Parce que quand vous voyez les grosses merdes que vous voyez en salle, vous vous dites c'est pas possible, le mec déteste les spectateurs, il déteste le public.
Mais comme c'est les diffuseurs qui font la loi aujourd'hui, les producteurs ils ne représentent pas grand-chose, les réalisateurs encore moins, les acteurs un petit peu, mais ça c'est en train de tomber. Et les scénaristes? Et les scénaristes, les pauvres, ils sont à la base de tout et c'est les plus maltraités dans la chaîne. Bon, les réalisateurs sont en train d'être plus en série, là les scénaristes sont en train de reprendre le pouvoir et les réalisateurs en train d'être balayés. Mais c'est pas possible. Je parle long métrage, je parle pas de télé, série, c'est encore un autre domaine. Mais c'est pas possible, quoi, les films qu'on peut voir aujourd'hui en salle. D'ailleurs, vous rendez un très bel hommage aux scénaristes dans votre livre. Finalement, vous dites que c'est le cœur même du cinéma. Comme dirait Gabin, un bon film, c'est d'abord une histoire, une bonne histoire, c'est ça? Mais totalement. Le problème des scénaristes, c'est qu'ils sont très mal payés, qu'ils sont très mal respectés. Je parle en long métrage. Et il n'y a pas d'argent pour le développement, il n'y a pas d'argent pour... voilà. Et sans scénario, il n'y a rien. C'est-à-dire que, comme je le dis très justement dans le livre, tout le monde croit être important et tout le monde dénigre le scénariste. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de film. Et en même temps, le scénario finit à la poubelle à la fin du tournage. Parce que le scénario n'existe que pour faire un film. Donc c'est complètement paradoxal. Mais c'est vrai que le métier de scénariste, qui en France, on parle d'auteur, l'auteur, vous savez, avec un grand A, est vraiment, vraiment très maltraité, quoi, dans le long métrage. Et tout le monde va être auteur, réalisateur. Moi, à la base, je voulais pas du tout écrire. À la base, je voulais être que réalisateur. Mais quand vous... Enfin, vous voulez sublimer, comme vous dites, les scénarios des autres. Mais le but du jeu d'un metteur en scène, c'est presque le scénario, c'est de le violenter, c'est-à-dire le sublimer, mais d'aller chercher des choses. C'est ça un réalisateur, un cinéaste. Il va amener des choses en plus à un scénario. Et en France, on a des très bons scénaristes, comme on a des très bons cinéastes. Est-ce qu'il y en a qui savent faire les deux? Oui, il y en a d'autres non, mais c'est très compliqué. Moi, je sais qu'il y a 15 ans, quand j'ai dit que je ne voulais pas du tout écrire, personne ne m'écoutait. Donc il faut venir avec un projet que vous avez soit un synopsis, vous avez développé, etc. etc. Donc oui, c'est complexe le rapport en France avec l'auteur et le réalisateur. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus clair. Ça, c'est beaucoup plus tranché et c'est beaucoup plus net. Et souvent, d'ailleurs, ça fait aussi de meilleurs films. Il ne faut pas se leurrer quand même. Est-ce qu'on est malade de ce mépris, puisque finalement, vous décrivez beaucoup de mépris dans ce ruban de rêve? Ce que j'essaie de provoquer dans ce roman, c'est j'essaie de dire à travers un personnage qui donne tout ce qu'il peut dans la sincérité de la vie, dans la sincérité des choses, faire les choses avec amour. Faire les choses avec amour. On est dans une société qui ne fait plus les choses avec amour. D'ailleurs, plus personne fait son boulot. Si vous regardez bien dans le pays, plus personne n'est sérieux. Tout se barre en couille, là. Moi, je vois, vous pouvez aller dans toutes les directions, il n'y a pas un truc qui se passe bien. Donc, ça veut dire qu'on a un vrai problème sociétal, un vrai problème civilisationnel. On voit bien, tout le monde a lâché prise, tout le monde a lâché l'affaire. Donc, il n'y a plus rien qui tient. Donc, moi, à travers ce roman, qu'est-ce que j'essaie de faire au niveau de la culture? Je parle plus globalement de la culture et du cinéma. Qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de dire où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez vivre dans une société de crétins? Est-ce que vous voulez vivre dans une société qui a un QR code dans le cul? Est-ce que vous voulez vivre totalement sous une dictature? Est-ce que vous voulez que la culture devienne pour les débiles mentaux? Est-ce que c'est ça l'objectif de tout le monde? Et donc, c'est une introspection que l'on doit se faire pour se dire quel monde je veux, dans quoi je veux vivre, avec qui je veux vivre. C'est des questions essentielles aujourd'hui. On n'est plus dans gauche, droite, effet, enfin toutes ces conneries qui nous ont, de toute façon, qui sont de l'illusion parce qu'ils sont tous dans le même panier. Donc on n'est plus là-dedans. On n'est plus, on doit être une société collective. On doit être on doit se regrouper pour dire d'abord stop. Non, je ne veux pas d'un monde comme ça. Et qu'est-ce que je peux faire moi à mon humble niveau pour participer au monde que je veux? Enfin, je veux dire, donc à travers ce ruban de rêve, je parle du cinéma et de la culture, mais c'est un sujet global. C'est extrêmement important. Après, si tout le monde s'en fout, qu'est-ce qu'on peut faire? Si tout le monde pense que... Et d'ailleurs, on voit bien qu'une partie de la population est dans un déni total par paresse intellectuelle. Oui, justement, d'aucuns vous diront, on ne voit pas la dictature en France. Non, on ne voit pas la tyrannie s'installer, ni la dictature. C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, l'électricité explose, le gaz explose.
25% d'inflation en moyenne sur les produits de consommation. Non, ils voient rien. Ils voient rien. On les a forcés à prendre un produit expérimental en AMM conditionnel. Non, c'est normal. Enfin, si on cumule tout, on force les gamins aujourd'hui à savoir, il faut qu'ils savent mieux faire une pipe à 5 ans de savoir lire et écrire. Tout le monde trouve ça normal. Enfin, je veux dire, on atteint un niveau global qui est quand même effrayant. Et les 3 quarts des gens en ont rien à foutre. Rien à cirer. Ça ne les regarde pas. Ils sont dans un autre monde, ils sont dans une autre planète. Mais non, les gars, il va falloir se retrousser les manches et reprendre en main son pays et l'Europe et le monde même. On est des gens qui... Enfin, moi, je ne veux pas d'un monde comme ça. Donc vous parlez d'une dictature qui s'installe par glissement progressif. Mais totalement. Enfin, c'est mon regard. Après, si des gens se croient encore en démocratie parce qu'on te dit on n'est pas encore en Corée du Nord, je ne sais pas ce qu'il leur faut et que s'ils viennent vivre toutes les lois liberticides qui se sont installées dans le pays en 3 ans, qui n'ont pas l'air d'avoir gêné grand monde, hein. Plus les délations qui a été globale. On peut en parler avec les flics et puis les gendarmes, les policiers. La délation a été hallucinante. C'est ça la France. C'est ça aujourd'hui d'être français. Il semblerait quand même que certains parents tiquent sur l'éducation sexuelle à l'école. Bah tant mieux. Bah oui, il faut tiquer. Vous en avez des parents autour de vous qui commencent à se poser des questions? Non, j'en ai pas moi. Je fais partie de l'un des rares à me poser des questions de tout ça. Mais moi je surveille mes enfants comme le lait sur le feu. Donc ils sont informés de plein de choses, ils sont au courant de plein de choses. Donc je suis pas très inquiet pour eux. Ils sont bien dans leur peau. C'est vrai qu'ils sont très bien dans leur peau, dans leur tête. Donc non, mais je le vois plus globalement en fait. Après, il y a des microcosmes comme ça, hein, où il y a encore des endroits, où il y a encore des bulles, où on se sent protégé, où on se sent... Mais ça ne va pas durer. Soyons vigilants. Totalement. Quelle est votre actualité? Mon actualité, je prépare un nouveau roman sur les femmes. Donc je ne sais pas s'il sera publié. J'ai beaucoup de films à réaliser d'entreprise avec plein de clients différents. Je continue de faire beaucoup de photos. Je continue de m'engager, tout ce que je peux m'engager autour de moi à aider les gens qui veulent de mon aide. Voilà, j'essaie humblement d'essayer de continuer à devenir un meilleur être humain parce que franchement là, il faut vraiment se poser vraiment beaucoup de questions sur soi-même. Est-ce que je suis capable d'accepter, pas d'accepter, pourquoi je me bats, avec qui je veux vivre ou pas. Et je pense que tout ça sont vraiment plus importantes que soi-même, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment essentiel, quoi. Vous êtes comme Gérard Lanvin, inquiet pour vos enfants, vos petits-enfants? Je ne sais pas si le terme est inquiet, parce que je ne vois pas les choses de la même manière, même si je comprends très bien ce qu'il dit. Moi, je vois les choses d'une manière plus spirituelle. C'est-à-dire qu'on est obligé de vivre tout ce qu'on vit. On n'a pas le choix. Si demain, on ne met pas tout ça en vitrine, si tout ça ne ressort pas, je pense qu'il n'y aura pas d'évolution de l'être humain. Il n'y aura pas une évolution sociétale. On ne peut pas passer à de nouveaux paliers si on n'est pas face à ça. Et la seule manière de passer ces nouveaux paliers, c'est que les gens voient enfin les choses. Tant que les gens, majoritairement, ne veulent pas voir ce qui se passe, on n'avancera pas. Et eux continueront de mal nous traiter. Eux continueront de mal nous parler. C'est aussi simple que ça. Si demain, on est des millions à dire « stop, ça suffit », ils pourront rien faire. Les tyrans, ils avancent parce qu'on les laisse avancer. Le jour où on leur dit « c'est terminé », ils n'avancent plus. Mais on ne peut pas le faire à 500 000, 1 million, 2 millions. Il faut être 30 millions. La moitié du pays doit dire « stop ». Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe pour que ça ne réussisse pas. Selon vous, c'est un test spirituel? Moi, je pense, j'y ai beaucoup réfléchi, vraiment. J'entends beaucoup de gens dire on est dans une guerre d'argent, ils veulent nous piquer notre pognon et tout. Ok, il y a de ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vider les caisses publiques pour financer le privé. Enfin, c'est un détournement d'argent, de fonds. Mais c'est pas ça le vrai problème. Pour moi, le vrai problème, c'est une guerre idéologique. On est dans une guerre idéologique. Ils veulent tout fracasser parce qu'ils veulent fracasser l'Église, ils veulent fracasser les religions, ils veulent fracasser les gens économiquement et socialement, ils veulent fracasser les gens psychologiquement, ils veulent fracasser les gamins. Et tout ça participe à une rééducation. Ils veulent rééduquer le peuple pour les emmener vers eux ce qu'ont décidé de les emmener. Mais je pense qu'ils n'y arriveront pas
Moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans parce que il y a un moment, d'ailleurs, ils commettent erreur sur erreur depuis quelque temps. Donc, moi, je suis très positif en fait sur le long terme. Sur le court terme, le passage, il va être très compliqué. C'est mon intuition d'homme. Je suis pas devin, mais je pense que voilà, on vit une époque très dure. Mais la bonne nouvelle, c'est que le nazisme n'a jamais gagné. Donc, ils ne gagneront pas. J'en suis persuadé. Mais c'est aussi à nous tous d'agir. C'est à nous tous quelque part en soi-même d'être résistants. Je me souviens, c'était génial, il y avait pendant le premier confinement, il y avait une étudiante. Non, je dis des bêtises, c'était bien après. Il y avait une étudiante, elle avait été payée pour se contrôler les passes à l'entrée des hôpitaux. Donc si on regarde ça, on se dit putain quelle horreur, elle est payée pour contrôler les passes. Sauf qu'elle était payée, mais elle disait je laisse passer tout le monde. C'est ça ma résistance. Et ça, c'est un bel acte de résistance, parce que tout le monde à son niveau, dans n'importe quelle sphère de la hiérarchie humaine, peut agir s'il le désire vraiment. S'il n'a pas envie, qu'il vive avec son QR code et qu'il vive entouré de gens qui ont envie d'avoir la puce dans la paume, là pour ouvrir une porte pour l'épicer, et il sera heureux, il appartiendra à Big Brother. Et voilà quoi, il aura ses petites pilules tous les 15 jours à prendre, il pourra plus dire son mot nulle part, même plus dans les réseaux sociaux, il pourra même plus agir sur sa santé, sur sa vie, mais c'est ça que les gens veulent. Donc je pense que c'est important de le dire, c'est important de le rabâcher, et c'est important de ne pas passer après, pour justement enfoncer le clou et dire c'est vraiment important ce que nous vivons. Ce n'est pas une passade l'histoire du Covid. C'est le déclenchement de beaucoup de choses. Et les gens devraient remercier le Covid. Alors, je ne parle pas des gens qui ont perdu des gens. Hein, on ne parle pas de ça. Mais ça permet, si on le voit du bon côté, d'avoir d'abord réveillé beaucoup de gens et de permettre cette prise de conscience de se dire attention, toutes les diodes sont allumées. Parce que ce que reproche aujourd'hui beaucoup de personnes rattachées à ce système, c'est ne les écoutez pas, c'est des fous. Mais il n'y a rien de mieux que des gens qui me disent attention, c'est juste ça. Réfléchis à ce que tu. Comme j'aime dire, je m'amuse souvent, je dis en fait, c'est très simple ce qui se passe. Il y a 1% de la population qui paye 3% de la population pour empêcher 5% de la population de réveiller 91% de la population. Et on est exactement là-dedans. Là, ce qu'on vit, c'est exactement ça. Mais à un moment donné, il ne reste que l'homme avec sa conscience. Et la conscience de l'homme, c'est quoi? Donc, quoi il veut vivre, avec qui et comment. Et s'il est heureux de vivre comme ça, en étant totalement soumis à un gouvernement qui le maltraite, qui ne le respecte pas, qui l'humilie, qui lui vole son argent et qu'en fait un consommateur spectateur, je pense qu'il y aura deux mondes, il y aura ce monde-là, et le deuxième monde, c'est qu'il faudra fuir et créer un autre monde à côté. Moi, je ferai sûrement partie du deuxième monde. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt pour vos prochains romans et longs métrages et courts métrages, création au sens large. On verra, je sais pas. Et vive l'être humain. Et vive l'être humain surtout. Merci.